Donc moi, je vais vous parler des critères diagnostiques. Frédéric Blanc a balayé tous les symptômes, mais en fait, en médecine, il ne suffit pas qu'on ait un ou deux symptômes ou tous les symptômes pour dire que c'est la maladie. On a toute une démarche pour établir ce qu'on appelle des critères diagnostiques, c'est-à-dire que pour que le diagnostic de la pathologie soit posé, il faut que le patient réponde à certains critères. Alors pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas pour éviter de reconnaître certaines maladies qui sont présentes, mais c'est simplement pour essayer de bien distinguer ces différentes maladies qui se ressemblent. Elles ont beaucoup de points communs. Frédéric l'a dit, entre la maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lévy, on a certaines similitudes. Entre la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lévy, on a d'autres similitudes. Et puis surtout, ce qui est peu connu finalement, c'est toutes ces similitudes entre les maladies psychiatriques vieillissantes ou les maladies psychiatriques à début tardif et la maladie à corps de Lévy. Pourquoi c'est peu connu? Parce que les psychiatres sont peu dans ces réseaux-là pour l'instant en France. Donc vous voyez la question de poser des critères diagnostiques de la maladie à corps de Lévy, elle est arrivée peu de temps, cette question, après la description des premiers cas qui étaient dans les années, on l'a vu, entre 60 et 80, si on résume les tout premiers cas. Donc, une quinzaine d'années après, il y a eu un premier consortium. Donc, un consortium, c'est un regroupement de médecins, de scientifiques qui vont réfléchir en fonction de leur expérience et de la littérature qui est publiée à quels sont les critères qui pourraient attendez, hop, il y a juste les chats, voilà, qui pourraient correspondre à la maladie au mieux pour bien diagnostiquer cette maladie. Il y a une révision de ces critères en 2017, c'est-à-dire qu'on a des données supplémentaires, il y avait beaucoup plus de littérature, on a des outils diagnostiques qui sont quand même meilleurs, on a beaucoup plus de recul. Donc, il est très habituel que dans toutes les maladies, on ait des mises à jour des critères diagnostiques. Donc, c'est pas atypique. Ce dont je ne vous parlerai pas beaucoup pour pas rendre les discours confus, c'est des critères qui sont encore plus récents concernant les maladies à corps de Lévy prodromales, dont Frédéric a parlé. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les critères diagnostiques. D'abord parce qu'on n'a que 20 minutes et que je veux prendre le temps de le faire lentement. Donc, on va se focaliser sur les critères diagnostiques de la maladie déjà installée parce que, on est dans un temps contraint et c'est pas utile d'aller très vite. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, la majorité des patients que vous allez voir vont arriver en consultation à un stade de maladie déjà installée pour la plupart. Donc, un des critères essentiels, voilà, faut remonter. Un des critères essentiels, et c'est le critère essentiel pour une maladie déjà installée, c'est il faut qu'il y ait des troubles neurocognitifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une altération cognitive. Et par exemple, si on a un syndrome parkinsonien, des troubles moteurs sans troubles cognitifs, on ne peut pas parler de maladie à corps de Lévy. Donc ça, c'est vraiment le critère essentiel. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça changera avec les années et le recul qu'on a de la maladie pour parler de maladie à corps de Lévy. Ensuite, vous voyez, il y a 4 cases en dessous, en jaune. À gauche, il y a ce qu'on appelle les symptômes cardinaux, on peut les appeler aussi les symptômes principaux. C'est les fluctuations dont vient de parler Frédéric, donc je ne vais pas redétailler, les hallucinations visuelles, les troubles du comportement en sommeil paradoxal et les syndromes parkinsoniens. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les symptômes de support, qui ne sont pas des symptômes principaux. Et donc là, vous voyez, il y en a un certain nombre. Il y a l'hypersensibilité aux neuroleptiques, l'instabilité posturale, donc c'est le fait de ne pas être stable debout et ça entraîne des chutes, donc associé à des chutes répétées, les syncopes ou les épisodes d'absence, la dysautonomie, incluant bien sûr la constipation, l'hypotension orthostatique, l'incontinence urinaire, l'hypersomnie, l'hyposmie. Une autre forme d'hallucination que sont les hallucinations non visuelles, donc qui peuvent être auditives, sensitives, olfactives. Des phénomènes d'illusion qu'il vous a bien expliqué, l'apathie, l'anxiété, la dépression. Donc c'est bien évident, vous allez le voir, qu'il ne faut pas avoir tous les symptômes pour dire que c'est une maladie à corps de Lévy. Une partie des symptômes vont suffire. Ensuite, dans la troisième colonne, il y a les biomarqueurs indicatifs.
Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des biomarqueurs qui sont la preuve de la maladie, et ça, c'est important, mais c'est des biomarqueurs qui nous orientent vers. Donc, par exemple, beaucoup d'entre vous connaissent le DAT scan, et je vous montrerai un peu après une image, ou le TEP scanner. C'est un biomarqueur indicatif. On voit trop de patients arriver avec un DAT scan et dire j'ai une maladie à corde de Lévy parce que mon DAT scan est positif. Non. Il y a plein de maladies dans lesquelles le DAT scan est positif, y compris des maladies non neurodégénératives. Et ça, c'est vraiment un élément important. Ce n'est pas l'examen qui prouve la maladie. C'est un examen supplémentaire, en plus des symptômes, qui nous donne une indication. Ensuite, il y a un examen qu'on voit moins, qui est ce qu'on appelle une scintigraphie ou MIBG, peu importe le nom, MIBG, c'est le traceur qu'on utilise. Et en fait, c'est une scintigraphie cardiaque qui va aller explorer le système nerveux autonome. Donc là encore, c'est un indicateur. Et par exemple, la scintigraphie cardiaque peut être perturbée dans le diabète, dans l'insuffisance cardiaque. Et en dessous, de là où il y a la petite flèche, il y a l'absence d'atonie musculaire en sommeil paradoxal. Alors ça, je dois dire que c'est un petit peu plus spécifique. Pour l'instant, ça reste un biomarqueur indicatif, mais c'est un petit peu plus spécifique que les deux autres. Et enfin, on a ce qu'on appelle des biomarqueurs de support. Donc, vous voyez, l'IRM, il y avait une question sur le chat tout à l'heure. Quelle est l'utilité de l'IRM? Je rappelle que l'IRM est une photo du cerveau, qu'une photo de vous vous dit comment vous êtes, mais ne vous dit pas comment vous fonctionnez. C'est le principe de la photo. Donc, ça reste une photo du cerveau. Donc, ça reste un biomarqueur de support. En fait, les IRM, on les a surtout au début pour voir s'il n'y a pas autre chose, un AVC, une tumeur, un abcès. Et puis après, on va aller voir si effectivement, il y a l'atrophie insulaire qui peut nous orienter. Donc, l'IRM est un biomarqueur de support. Le TEP scanner, cette fois avec un autre traceur, avec une diminution du métabolisme en occipital, et l'électroencéphalogramme avec des ondes lentes, notamment en occipital. Mais ça reste des biomarqueurs de support parce qu'ils sont vraiment très, très aspécifiques. Par exemple, ce matin, j'ai vu un patient qui n'avait pas du tout de maladie à corde de Lévy et qui avait un électroencéphalogramme exactement comme il est décrit là. Donc, on peut passer à la diapo suivante. On passe directement à la diapo suivante parce que ça, Frédéric en a parlé. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc maintenant, on arrive vraiment dans les critères diagnostiques de la maladie. On a vu la liste des symptômes sur le bandeau jaune et les 4 cases jaunes que vous avez. Donc, il faut, pour dire qu'on parle d'une maladie à corde de Lévy probable, il faut qu'il y ait les troubles cognitifs. Vous avez vu, c'est l'élément essentiel. Et 2 symptômes principaux ou 2 symptômes cardinaux. C'est la même chose. On utilise indifféremment principaux ou cardinaux. Donc, il faut qu'il y ait les troubles cognitifs, plus fluctuations et hallucinations, ou fluctuations et troubles du comportement, ou fluctuations et syndrome parkinsonien. Vous avez compris le principe. Il faut qu'il y en ait 2 sur les 4 que vous voyez là en bas de la diapo. Si on a un symptôme, si on a les troubles cognitifs plus 2 critères principaux, 2 symptômes cardinaux, eh bien là, on peut parler d'une maladie à corde de Lévy probable. Alors, qu'est-ce que veut dire probable? Parce que probable, dans la population générale, ça veut dire que on est quand même loin d'être sûr. Hein. C'est pas tout à fait ça en médecine. C'est-à-dire qu'en médecine, on parle de probable quand on n'a pas la preuve scientifique que c'est ça. Et pour avoir la preuve scientifique que c'est ça, il faudrait qu'on puisse voir l'alpha-synucléine dans le cerveau du patient ou dans le liquide cérébrospinal, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas regarder l'alpha-synucléine dans le cerveau du patient. L'IRM ne montre mais absolument pas ça, parce que ça a l'échelle microscopique et que les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était des photos qu'on voit en microscope quand c'est grossi environ 200 fois. Donc, vous imaginez bien, l'IRM ne zoome pas le cerveau, en fait. Hein. L'IRM, c'est vraiment une photo. Et on dit probable parce qu'on n'a pas la preuve de l'alpha-synucléine dans le cerveau. Donc aujourd'hui, on commence de plus en plus à être performant sur le dosage de l'alpha-synucléine dans le LCR, mais c'est validé biochimiquement parlant, c'est-à-dire qu'on sait que le kit
Enfin, on sait que le dosage marche, hein, mais on n'a pas évalué sa valeur en pratique clinique courante. Donc, c'est pas encore validé en pratique clinique, mais on devrait l'avoir là dans les 2 ans à venir. Donc, voilà ce que ça veut dire probable. En fait, ça veut dire il y a une maladie à corps de Lévy, mais scientifiquement, on dit qu'elle est probable parce qu'on n'a pas vu l'alpha-synucléine dans le cerveau. Néanmoins, quand on fait des études et que les patients systématiquement donnent leur cerveau à la fin de leur vie pour qu'on puisse vérifier que c'était bien le bon diagnostic, eh bien, il y a une très bonne correspondance entre la clinique et ce qu'on trouve au niveau du cerveau chez les patients une fois qu'ils sont décédés. Diapositive suivante. Donc ça, c'est la première possibilité d'avoir une maladie à corps de Lévy probable, c'est troubles cognitifs et 2 critères principaux. Il y a une autre possibilité pendant laquelle on peut poser le diagnostic de maladie à corps de Lévy probable, c'est troubles cognitifs, ça c'est le critère essentiel, ça reste, c'est toujours la même chose. Un critère principal, donc par exemple les troubles du comportement, sommeil paradoxal, donc c'est un des 4, plus un biomarqueur qui va être indicatif, un biomarqueur principal, donc pas seulement un biomarqueur de support. Donc ça va être le DASCAN, la scintigraphie OMI-BG ou je le vois pas moi sur mon écran, l'enregistrement sommeil, d'accord? Donc vous voyez le DASCAN tout seul ne fait pas le diagnostic. Le TEP non plus, la scintigraphie OMI-BG et l'enregistrement sommeil non plus. Il faut qu'il y ait l'altération cognitive qui a été prouvée et un autre critère, soit les fluctuations, soit les hallucinations, soit les troubles du comportement, soit le syndrome parkinsonien. Dans un contexte, ça je le redirai à la fin, où on n'a pas d'autres raisons de penser ça. Par exemple, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une demande pour voir une personne qui souffrait d'une maladie psychiatrique de longue date. Et il faut savoir que les patients qui ont des maladies psychiatriques qui évoluent depuis 20, 30 ou plus d'années peuvent avoir ces symptômes-là du fait de la prise de traitement très longtemps. Donc, ils peuvent avoir une altération cognitive, même si elle n'est pas énorme. Ils peuvent avoir des hallucinations visuelles dans le cadre de leur maladie psychiatrique, mais ils peuvent avoir un syndrome parkinsonien qui est un effet secondaire de certains traitements psychiatriques. Donc, vous voyez, c'est pas si simple, en fait, hein. C'est pas juste on coche les cases dans des grilles. Il faut vraiment refaire tout l'historique du patient et bien examiner le patient. Ensuite, donc ça, voilà, on a 2 situations pour lesquelles on a une maladie à corps de Lévy probable. C'est trouble cognitif plus 2 critères principaux ou trouble cognitif, un critère principal et un examen de support. Ensuite, si on parle tout ça dans un contexte hors… alors, là, il y a une question, là, j'en parle tout de suite, de Victor Haddad. Est-ce que l'enregistrement des saccades serait passé de mode? En fait, les saccades oculaires n'ont pas vraiment de valeur pour distinguer les syndromes extrapyramidaux atypiques en dehors de la PSP. Pourquoi? Parce qu'en plus, souvent, ces patients-là sont somnolents et n'arrivent pas à respecter la consigne. Donc moi, j'ai fait des enregistrements oculomoteurs pendant des années. Et vraiment, pour faire l'enregistrement oculomoteur, il faut vraiment qu'on ait un patient qui puisse respecter la consigne, qui soit bien vigilant. Donc là, en l'occurrence, dans la maladie à corps de Lévy, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. Et dans les troubles psychiatriques non plus, parce que comme ils sont sous neuroleptiques, ils ont un ralentissement des saccades, comme les syndromes extrapyramidaux. Ensuite, il y a une deuxième situation où on parle de maladie à corps de Lévy possible. Et ça, c'est la prochaine diapo. Donc, en fait, on parle de maladie à corps de Lévy possible quand on n'a pas tous les critères pour parler de maladie à corps de Lévy probable. Et là, pour le coup, c'est moins évident. On a plus de doutes dans le diagnostic. Quand on parle de maladie à corps de Lévy probable, c'est qu'on a peu de doutes. C'est le mot probable qui veut pour vous perdre un peu, mais en tout cas, scientifiquement, on dit probable quand on n'a pas de preuves. Maladie à corps de Lévy possible, c'est qu'on a plus de doutes déjà. On a des troubles cognitifs qui retombent d'apparition progressive à un tableau de démence, et puis un critère, un symptôme cardinal ou un critère principal. Fluctuation cognitive, hallucination, trouble du comportement, sommeil paradoxal ou syndrome parkinsonien. Et là, c'est possible. Pourquoi c'est possible et que possible? Parce que, par exemple, il y a certains tableaux
de dégénérescence frontotemporale, ils ont un trouble cognitif progressif et un syndrome parkinsonien. Voilà. Et donc, ça peut être un facteur de confusion. Alors après, ils peuvent avoir d'autres symptômes, une autre histoire, un autre âge, etc. Mais en tout cas, c'est pas suffisant quand on a un critère principal plus les troubles cognitifs pour dire qu'on a une maladie à corps de Lévy probable. Il faut bien recontextualiser tout ça dans le fait qu'il y a plein de maladies dont les symptômes se chevauchent les unes avec les autres. Et ensuite, il y a enfin une dernière possibilité de maladie à corps de Lévy possible. Donc, c'est les troubles cognitifs, d'accord, et un biomarqueur principal parmi les 3 qu'on a cités tout à l'heure, le DaT-scan ou le TEP fluorodopa, c'est sensiblement la même chose. Le TEP fluorodopa est plus précis, mais ils n'en font pas partout. La dénervation sympathique au niveau de la scintigraphie cardiaque dont je vous avais parlé, et l'absence d'atonie en sommeil paradoxal. Donc ça, c'est pareil, quand on a un trouble cognitif et par exemple une dénervation au DaT-scan, ça peut aussi être une dégénérescence frontotemporale. Ou ça peut être une maladie d'Alzheimer atypique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie possible. C'est possible que ce soit une maladie à corps de Lévy, mais c'est pas certain. L'absence d'atonie en sommeil paradoxal, Frédéric vous a beaucoup expliqué l'agitation pendant la nuit, etc. Eh bien, l'absence d'atonie en sommeil paradoxal, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est en sommeil paradoxal, normalement, on doit être complètement atone, c'est-à-dire ne pas bouger. Et le fait qu'il n'y ait pas d'atonie en sommeil paradoxal fait que les patients bougent dans leurs rêves alors qu'ils ne devraient pas. Et c'est vraiment un examen qui est beaucoup. Alors, c'est pas un examen douloureux, mais c'est un examen lourd à organiser parce qu'il faut faire un enregistrement à l'hôpital avec branché de partout. C'est pas forcément simple, mais c'est un examen qui est assez spécifique quand on a un doute. Ensuite, diapo suivante. Alors là, je vous ai mis des exemples des biomarqueurs parce que les symptômes, ça c'est l'examen clinique et Frédéric Blanc l'a beaucoup détaillé dans la session d'avant. Les examens paracliniques, le DaT-scan, j'insiste vraiment sur le fait qu'un DaT-scan positif ne veut pas dire qu'il y a une maladie à corps de Lévy. Et on voit vraiment beaucoup de gens qui viennent avec cet examen en disant, et d'ailleurs certains arrivent en consultation et ne donnent que cette information ou ne donnent que cette information dans les emails. Et les médecins nucléaires, ce sont les médecins qui font les imageries, le TEP, le DaT, etc., voient aussi énormément de demandes dans ce contexte. Alors que parfois, les symptômes cliniques suffisent, et souvent d'ailleurs, à poser le diagnostic de la maladie. Donc là, je vous ai mis un exemple de DaT-scan en bas à gauche. Vous voyez 2 petits ronds roses au milieu d'un halo violet. Eh bien, ça, en fait, c'est un DaT-scan. Et ce qu'on voit, les 2 petits ronds roses, c'est ce qui reste du marquage dopaminergique. Et les 2 halos violets, c'est ce qui devrait être en rose. Donc, vous voyez, il y a une diminution de la transmission dopaminergique au niveau du cerveau. Au milieu, c'est ce qu'on appelle un TEP-FDG. Alors, en fait, c'est un peu compliqué pour vous d'avoir tous ces termes-là, mais tout ça, ce sont des imageries nucléaires. C'est juste la technique qui est un petit peu différente. Donc, le TEP-FDG, il va utiliser du sucre marqué. On va injecter le sucre marqué à la personne qui passe l'examen et on va regarder comment le cerveau utilise le sucre marqué. Parce que vous savez que le cerveau utilise surtout le sucre quand il en a. Surtout les glucides en tout cas, quand il en a. Et là, ce qu'on voit ici, c'est ce qui est entouré par les 2 flèches. C'est ce qui est en rouge, ce sont les régions où le cerveau est utilisé, où le sucre est utilisé normalement par le cerveau. Et là, les 2 flèches, eh bien, on voit que c'est vert et jaune parce que c'est sous-utilisé. Alors, vous allez me dire, oui, enfin, il y a plein d'autres régions où c'est vert et jaune, c'est vrai. Les régions en bleu, c'est là où il y a les ventricules. C'est là où il y a les ventricules. Alors, le TEP à la dopa, non, c'est pas un DaT-scan, c'est un fluorodopa, mais c'est équivalent, c'est un peu plus précis. Je réponds à une question du chat en même temps.
Donc, ce qui est en bleu, ce sont les ventricules, d'accord? Donc, c'est normal que ce soit pas rouge parce que c'est de l'eau, c'est du liquide cérébrospinal. Et ce qui est en jaune et vert sur d'autres coupes, c'est des régions qui peuvent être confondues avec la maladie d'Alzheimer. Mais ce qui est assez spécifique de la maladie à corps de Lévy, c'est ce qu'on appelle un hypométabolisme, c'est-à-dire que ce soit vert et jaune là, en arrière du cerveau. Et vous voyez une plus grosse coupe du cerveau à droite, et c'est ce qu'on voit là, en arrière. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup plus diffus et dans cette région-là, c'est plutôt bien perfusé dans la maladie d'Alzheimer. Et dans la maladie de Parkinson, on a moins de données, mais il n'y a pas une hypoperfusion qui est aussi marquée en postérieur. Donc, si on synthétise ce qu'on vient de dire, bon, tous les symptômes ont été détaillés par Frédéric. Donc, il faut vraiment retenir le principe que la maladie à corps de Lévy, il faut respecter certains critères. Donc, moi, je vois beaucoup de patients où, par exemple, des patients à qui on dit, ah ben voilà, vous avez des hallucinations ou il a des hallucinations, c'est une maladie à corps de Lévy. Non, les maladies d'Alzheimer évoluées peuvent halluciner. Les maladies d'Alzheimer qui ont une confusion en hospitalisation ou en post-opératoire peuvent halluciner. Ça n'est pas un critère suffisant. Donc, il faut vraiment faire attention. Après, parfois, moi, je reçois des patients où le diagnostic n'est pas posé, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de syndrome extrapyramidal. Eh bien, ça arrive. Ça arrive que les patients aient la dysautonomie, les troubles du sommeil paradoxal, les hallucinations, le trouble cognitif, mais pas le syndrome extrapyramidal. Donc, vous voyez, il faut vraiment avoir en tête cette construction des critères pour poser le diagnostic et il faut bien avoir en tête que les patients sont extrêmement différents.